On va rejoindre notre chroniqueur, professeur au George Mason University et aussi économiste senior chez nous ici à l'Institut économique de Montréal. On lui parle à chaque mardi. Vincent Geloso qui est là. Salut Vincent, comment vas-tu? Toujours. Aïe, aïe, aïe. Hein? Quel épisode on a vécu entre notre dernière discussion et aujourd'hui. Ça va vite, en tout cas, avec Donald Trump, si on peut le dire. Là. Hein? J'ai aucune idée de quoi tu parles. T'es en vacances? Tu sirotais des Pina Colada? T'avais-tu essayé d'arrêter d'acheter des produits américains aux États-Unis? J'ai essayé fort, mais c'était un petit peu dur. Mais écoute, c'était un peu sidérant la réaction qu'il y a eu, largement pour deux raisons. La première, c'est la quantité de commentaires burlesques qui ont été faits, notamment en disant on va mettre en réponse un tarif sur les biens américains, alors que la réalité, c'est que c'est pas un tarif sur les biens américains qu'on mettait en réponse à la proposition de tarif du président, c'était une taxe sur les consommateurs québécois qui consommaient des biens américains. Oui, c'était pour nous autres. C'est pas la même chose. C'est vraiment une sorte de tentative de dire que parce qu'il y a un drapeau différent dessus, c'est une taxe qui est correcte, mais non, au final, tu finis par faire mal à une personne, c'est un consommateur ou un entrepreneur. Et malheureusement, puis c'est plate de dire ça comme ça, puis ça, c'est la deuxième grande vérité qu'il faut comprendre, c'est que quand un autre pays commence une guerre de tarifs, la réponse, c'est pas d'augmenter nos propres tarifs. C'est la pire réponse possible de toutes les options. Il y en a d'autres. Il y a d'autres options qui sont sur la table, mais des guerres tarifaires, ça finit toujours mal parce que tu finis par faire mal à ton propre monde. Là, moi, tu me dis ça. J'ai parlé à au moins 3 économistes ou gens très calés en économie qui m'ont dit à peu près la même affaire, c'est-à-dire que la réponse, la contre-réponse de tarifs, de contre-tarifs du Canada, c'était pas la bonne décision. J'ai dû en lire au moins entre 5 et 10 de plus qui disaient à peu près la même affaire. Pourquoi le gouvernement va là? Parce que est-ce qu'on tombe vraiment juste dans l'ego puis dans on n'a pas le choix, il faut répliquer, c'est la guerre. C'est quoi la réflexion derrière l'implantation des contre-tarifs? Bien, il y a 2 raisons. C'est que souvent, pendant des périodes qui ne sont pas des périodes perçues comme des moments de crise, des politiciens ne peuvent pas facilement donner des tarifs protectionnistes à des industries locales. Mais avec le changement de circonstances, on peut réussir à justifier une mesure protectionniste. Mais au final, ce que le protectionnisme fait, c'est de la redistribution régressive. Tu retransfères d'une personne qui est le consommateur vers le producteur. Et là, le contexte a donné aux politiciens une occasion de faire plaisir à des groupes d'intérêt. C'est pour ça la vieille phrase, il ne faut jamais laisser une crise gaspiller une opportunité de faire certaines choses qu'on voulait faire anyways. Donc, c'est une sorte de cover. Wow. Et généralement, tu as ça. Maintenant, pas nous autres qui gagnent là-dedans. Là. Non. Le protectionnisme, ça gagne uniquement à ceux qui sont capables de participer dans le jeu politique pour obtenir des traitements de faveur. La seule réponse, c'est de ne pas faire des tarifs puis de regarder vers des mesures non tarifaires ou de tout faire pour augmenter la productivité canadienne Mais juste pour avant qu'on soit invulnérable aux tarifs. Juste avant que tu ailles là, j'ai une question à propos des tarifs, OK? J'ai entendu ça, puis je ne sais pas jusqu'à quel point l'impact est vrai et mesurable. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on met des tarifs comme ça, OK, de 25 on a répondu par ça, mais finalement, au final, c'est annulé. Mais ça, admettons, on mettait les tarifs en place. Est-ce que ça permet aux autres entreprises d'augmenter aussi les ventes de 25 en fait, le prix, en fait, de 25 Est-ce que finalement, on est tous pris à payer plus cher? OK, donc ça, c'est pas vrai. Non. OK. Il y a 2 raisons. La première, c'est que puis ça, c'est une vérité qu'on sait en économie depuis le 18e siècle, mais qu'on a formalisé au cours des années 30, c'est qu'une taxe à l'importation, c'est la même chose qu'une taxe à l'exportation. Les taxes à l'exportation, c'est très, très rare, mais la raison pour ça, c'est que de un, tu augmentes le prix des intrants pour les compagnies québécoises ou canadiennes qui doivent payer plus cher pour produire. Et comme ils doivent payer plus cher pour produire des choses, les prix doivent augmenter, donc le salaire réel des gens diminue. Donc, ils peuvent consommer moins de biens de certaines entreprises.
Et simultanément, ben, la perte de revenus des prix plus élevés, parce que tu réduis l'offre de toutes les choses qui sont importées, Oui. les consommateurs sont plus pauvres, ils peuvent moins demander. L'effet final net, c'est que tu as appauvri les gens et tu n'as pas d'effet positif. Même en fait, la chose qui est particulièrement importante à comprendre sur l'effet des tarifs, c'est que l'effet des tarifs a même souvent une sorte de truc paradoxal que c'est difficile à expliquer aux politiciens, puis j'ai beaucoup de difficulté à l'expliquer aux journalistes parce qu'il y a comme une notion de comptabilité ici, mais je vais essayer de la faire le plus simple possible. C'est que si tu as plus de difficultés, maintenant tu réduis tes importations. Quand tu mets un tarif, tu réduis tes importations, ben tu vas moins acheter des biens étrangers. Ça veut dire que tu vas moins fournir de dollars canadiens sur les marchés des échanges, les marchés de change à l'international. Et tu vas avoir une appréciation du taux de change. Donc, tu vas rendre tes exportations moins compétitives. Ouais. Donc, les tarifs, il n'y a aucune manière que ça enrichit la personne moyenne. Ça peut enrichir les groupes d'intérêt qui lobbyent pour ça, mais ce n'est pas une manière de s'enrichir. Si on veut résister aux tarifs américains, il n'y a pas d'autre solution sur la table que des choses qui nous rendent plus productives. Si, disons, demain matin, on était 8 fois plus productifs que les Américains, donc on a besoin 1/8 des ressources qu'ils ont besoin pour produire une auto ou peu importe c'est quoi le bien que tu as en tête, un tarif de 25 %, on ne va même pas le remarquer. La vulnérabilité au tarif est causée par notre différence de productivité, notre différence de compétitivité. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un symptôme, notre vulnérabilité est un symptôme de quelque chose de plus profond. Et c'est pas en s'appauvrissant nous-mêmes qu'on règle l'autre chose. C'est comme si tu disais que pour régler ton cancer, parce que pendant la chimio, tes cheveux disparaissent, ben tu devrais t'acheter un rasoir pour couper les cheveux avant de faire la chimio. C'est le genre de raisonnement stupide que tu es en train de faire si tu fais ce genre de réponse-là. Bon, puis là, tu me parlais de la vraie façon pour combattre ou pour au moins être prêt, là, se préparer le mieux possible à une attaque commerciale comme ça, une attaque tarifaire, c'est d'être bon. Bref, je résume, là, être plus productif, s'arranger pour être plus autonome, pour avoir des marchés plus variés, etc. Est-ce qu'on le fait, là? Parce que là, je veux dire, c'est bon de le dire. Toi, tu le dis depuis toujours. On pète puis répète, là. Comme je disais dans l'intro, à un moment donné, il faut juste le faire. Moi, hier, je regardais la conférence de presse de François Legault. Bon, il parle de barrières tarifaires, les épaules tombent, il dit « Bon, oui, mais bon, si ces barrières-là existent, c'est pour protéger le Québec, c'est pour protéger la SAQ, c'est pour... » C'est tellement le truc d'un hypocrite de dire ça. Parce que d'un côté, il va nous parler du libre-échange, mais quand l'autre le fait pas, puis lui, il veut pas le faire, c'est pour notre modèle. Différent. Ouais, c'est non, protéger ça le marche modèle. pas de même. Ça marche pas de même. En fait, la grande paradoxe maintenant, c'est que tout le monde qui parle de libre-échange puis de la bonté du libre-échange sont les mêmes qui, 3 secondes après, avec aucun problème de dissonance cognitive, vont dire « Ah, non, ben là, on peut mettre des tarifs. » Non, en fait, si tu admets ton propre principe et que tu suis ta logique jusqu'au bout, la réponse à une guerre tarifaire, c'est de nous de baisser nos tarifs. Si les Américains veulent s'appauvrir en taxant leurs propres consommateurs, nous, on devrait dire, ben non, vendez ici, puis nous, on va prendre les produits les moins chers possibles pour produire le plus efficacement possible. Puis savez-vous quoi, si vous voulez faire des investissements au Canada, venez-vous-en, on va vous permettre d'en faire des investissements. C'est la meilleure manière de régler, de répondre à ça. Puis, je vais donner un parallèle historique. La pire guerre commerciale qu'il y a, de manière globale, c'est dans les années 30. C'est après un tarif américain qui s'appelle Smoot-Hawley. Puis le Canada avait répondu, en partie en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, mais il a fait quelque chose aussi qui était peut-être une bonne partie dans un truc qui n'était pas particulièrement bon dans son ensemble. C'était qu'ils ont réduit les tarifs sur tous les biens venant de d'autres pays. La bonne mesure, ça aurait été de faire quelque chose où est-ce qu'on enlève l'augmentation de tarifs contre les Américains et on dit non, ce qu'on va faire, c'est que les tarifs vont être baissés pour tous les autres pays. Donc, on va éliminer tous nos tarifs. On ne va pas discriminer plus contre les Américains. On va juste maintenant dire, savez-vous quoi, on va aller pour le complet libre-échange.
Et non seulement ça, on peut y aller à doubler. On va réduire tous les tarifs pour tout le monde. Puis il y a des tarifs au Canada qu'on ne sait pas qui existent. Ouais. Par exemple, tu as encore des tarifs sur le vêtement qui sont dans les doubles chiffres, donc tu es en haut de 10 Tu as des tarifs sur les vélos, tu as des tarifs sur certains produits alimentaires, notamment tout ce qui tombe sur gestion de l'offre, mais aussi certains produits transformés. Tu as des barrières non tarifaires qui existent, qui ont pour but de faire ce que des tarifs font, mais de ne pas mettre le non-tarif. Tu les élimines. Tu déréglementes et tu ouvres. Et ça va faire en sorte que les firmes canadiennes peuvent s'ajuster plus facilement. Là, tu viens de le mentionner rapidement. J'aimerais qu'on fasse un petit arrêt là-dessus, là, parce que je le sais là, qu'à toutes les fois qu'on parle de ça, le monde agricole tremble, il n'aime pas ça, on se fait écrire des textos. Mais à un moment donné, la gestion de l'offre, je regardais, tu parlais des tarifs sur tout ce qui concerne la gestion de l'offre, mais des tarifs pas ordinaires, là. Des affaires de 100 puis 200 Oui, c'est du 200 200, 250 de tarifs sur le beurre, le lait, de tous les produits laitiers, les œufs. À un moment donné, va-tu falloir mettre ça dans la balance, là? En fait, je pense que ça ferait... Écoute, c'est le genre d'affaire que on n'a aucune raison de ne pas le faire indépendamment de ce que les Américains font. C'est quelque chose qu'on devrait faire sans égard à la réaction américaine. Présentement, tout ce que ça fait, la réaction américaine, c'est nous donner une excuse pour mettre ça sur la table et dire, bien là, c'est particulièrement coûteux de ne pas le faire. Mais ça serait bien de le faire dans tous les cas. Donc, c'est pas context spécifique, comme on dit en anglais. Mais j'aimerais ça dire quelque chose. Puis s'il y a des journalistes qui écoutent de d'autres stations, parce que il faudrait souligner le pire événement. Ils nous écoutent tous, t'inquiète-toi pas. Écoute, mais le pire événement de tous les événements de guerre commerciale, je reviens, c'est les années 30 au Canada. Et les États-Unis ont monté leurs tarifs. Et après ça, le Canada a répondu en montant les tarifs de manière équivalente. Et c'est pendant la Grande Dépression. Pour une économie qui est aussi dépendante au commerce international, la somme de cette guerre commerciale explique la moitié de la crise économique que tu as eue au Canada. Donc, le revenu par personne au Canada pendant la Grande Dépression tombe d'à peu près 30 %. Wow. Ça veut dire que juste la contraction du commerce international, c'est 15 %, la moitié du déclin. Ça veut dire que si tu n'avais pas eu de guerre commerciale, la Grande Dépression aurait été moins profonde, elle aurait été moins longue, elle aurait été moins pénible. Une guerre commerciale, ce que ça fait, c'est que peu importe ce qui ne va pas, ou peu importe ce qui va bien, soit tu détruis ce qui va bien, ou bien t'empires la situation. Et là, ce qu'on a, c'est un paquet de gens qui n'ont rien appris du passé, qui ne sont même pas conscients des dommages que ça peut faire et qui sont là en train de se servir de la situation actuelle. La seule réponse, je le réitère, c'est pour nous de baisser nos tarifs, c'est pour nous d'embarquer dans une politique pro-productivité, pro-croissance, pour justement faire en sorte que le Canada devienne une nation plus productive que les États-Unis. Lorsque chaque travailleur travaille, il produit plus. Chaque fois qu'une machine est à l'embauche, la machine produit plus. Tu veux être plus productif. C'est la clé de la prospérité, mais c'est aussi la clé de ne pas être vulnérable aux caprices d'un politicien qui a peu de contrebalance qui a l'air de fonctionner. Il y en a une qui nous a un peu expliqué tout ça, et c'est Mme Danielle Smith, qui d'ailleurs est devenue comme un peu le mouton noir. Là. Tout le monde l'a mis d'un coin, puis elle veut pas être dans Équipe Canada. Puis c'est juste que sa vision va à l'inverse de la réaction épidermique qu'on a vécue là, dans les derniers jours. Elle dit plutôt, calmez-vous, faites des pipelines, commencez à exploiter puis à devenir riche. Et après ça, on sera mieux équipé déjà pour affronter ces affaires-là. Premièrement, tu penses quoi de la vision de Mme Smith? Et deuxièmement, de la contre-vision puis de vraiment la réaction épidermique et fâchée des autres gouvernements. Je parle surtout en priorité du nôtre, là, M. Legault et M. Ford, qui voulaient rien savoir. Puis d'ailleurs, encore à cette question-là, hier, M. Legault, est-ce qu'on fait des pipelines? Il a dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, alors que le gars s'est fait élire en 2018 avec un plan qui prévoyait exploiter les ressources naturelles et y rentrer majoritaire. Tu penses quoi de tout ça? La connectivité intercanadienne et nos ressources naturelles, est-ce qu'il faut s'en occuper? Moi, je pense qu'il y a une urgence, toi.
Écoute, il y a plusieurs choses dans ta question, Oui. puis je ne sais pas avec lequel commencer. Daniel Smith? Je peux y aller avec ça. Ça arrive parfois que des politiciens, comme des horloges brisées, ont raison 2 fois par jour. Donc, ça arrive qu'un politicien dit quelque chose qui fait du bon sens. Je présume que c'est un accident de circonstance. Donc, ça, c'est ma réponse à l'égard de ça. Mais par contre, la deuxième réponse, faut jamais se souvenir, il faut toujours se souvenir qu'une crise, c'est le pire moment pour se mettre à essayer de répondre avec dans l'anticipation, avec un niveau d'exagération. Il ne faut jamais exagérer une réponse. En fait, la meilleure chose quand tu as une crise, c'est pas d'y aller avec la réponse extrême, puis de faire toute fin pratique, l'exagération qu'on a vue dans la discussion publique, c'est de penser à bien comment est-ce qu'on crée une situation que dans l'avenir, si ça se reproduit, on a une certaine résilience, on a une certaine robustesse. Bien, la réponse à ça, c'est des choses qui sont pas mal éternelles. Ça ne change pas du tout l'idée qu'une nation productive, c'est une nation plus résiliente. Le remède n'a pas changé, la discussion n'a pas changé. Mais si on enlève les ressources naturelles du remède, d'après moi, le remède est moins efficace, là. Oui, surtout que historiquement, le Canada est une économie qui est de toutes les économies de l'OCDE, c'est une de celles qui a le ratio de ressources naturelles dans sa production totale qui est le plus élevé. Mais c'est aussi une des rares économies qui a autant de ressources naturelles qui n'est jamais tombée victime de ce qu'on appelle la maladie hollandaise ou le resource curse en anglais, qui est l'idée que les économies qui ont une grosse dépendance aux ressources naturelles finissent par avoir des institutions non démocratiques, des institutions plus autoritaires, avec moins de protection pour les libertés civiles. Le Canada est la grande exception à ça, parce que nos institutions, dans notre héritage libéral démocratique, sont capables de résister à des chocs. Toutes les mesures qu'on fait présentement, qui sont mises sur la table, c'est des choses qui appauvrissent notre appareil institutionnel, qui nous rend résilients dans le long terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la tentation de l'exagération dans l'immédiat, parce qu'on est en train d'endommager ce qui a créé notre prospérité, mais aussi notre résilience. Et quand je vois M. Legault, quand je vois M. Trudeau proposer des mesures de rétaliation comme ils font, au lieu de faire, comme je le dis souvent, ils savent très bien, en fait, c'est quoi la réponse. C'est juste qu'ils ne savent pas comment se faire réélire une fois qu'ils ont fait la bonne chose. Le point est que faut pas jeter, faut pas répondre avec la crainte du moment. Il faut rester fidèle à ce qui donne à nos institutions notre prospérité, mais aussi notre résilience dans le long terme. C'est moins sexy, par exemple. Ouais. C'est moins sexy. C'est moins sexy. Puis ça brosse pas assez d'émotions pour des votes, parce qu'on veut nous protéger, Vincent. Écoute, je préfère avoir raison et être impopulaire que d'avoir un siège à l'Assemblée nationale. Words of wisdom, mon ami. Merci, Vincent. C'est un plaisir. Salut, Vincent Geloso.